Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui on fait l'update de mes lectures du mois d'août. Et le mois d'août, comme le mois de juillet, c'est souvent un mois où je lis beaucoup, donc on va y aller tout de suite. L'avantage des updates comme ça, mensuels, c'est que j'ai toutes mes critiques en même temps. Le désavantage, c'est que c'est beaucoup moins frais. Donc, mes critiques sont beaucoup plus courtes et c'est beaucoup plus concis. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir mon Goodreads. C'est ça qui est le plus rapide. À toutes les fois que je termine un livre, c'est là que je vais. Donc, on va commencer tout de suite. En fait, le mois d'août a commencé et c'était la fin du week-end sans signet. Donc, pour le week-end sans signet, j'avais gardé 2 lectures qui étaient aussi les bonus du week-end sans signet organisé par Anne Littérarum. Et malheureusement, pour le dimanche, le 1er août, j'ai pas gardé les meilleures lectures. Donc, la première lecture que j'ai faite, c'était Les villes de papier de Dominique Fortier, qui est un livre sur la vie d'Emily Dickinson. C'est un ouvrage assez déconstruit, très poétique, mais avec très peu de fil conducteur, donc sans pouvoir vraiment vous en dire plus à propos du résumé, disons que c'est pas un livre que j'ai vraiment apprécié, j'ai pas eu l'impression de comprendre ce qui se passait, d'en savoir plus sur la vie d'Emily Dickinson, donc malheureusement ça a été un flop pour moi. Ce que j'aime aussi pas les updates de lecture, c'est que j'ai plus les livres en main parce que je m'en libère. Ah ben peut-être que lui je l'ai. J'ai pas eu le temps de m'en libérer encore. Vive la COVID! Donc, ouais, c'est ça. Malheureusement, ça n'a pas été un livre pour moi, Les villes de papier. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'imagine que mon vlog du week-end sans signet en dit peut-être une minuscule goutte de plus. Par la suite, j'ai lu Tandis que la fleur du hydrangée posée sur le sous-marin en cuir résiste à la décoloration de Sophie Belair-Clément. C'est un ouvrage que j'avais beaucoup d'appréhension. Je m'attendais à trouver ça un peu étrange et effectivement, ce l'était. La propriétaire de la librairie Bouquinard m'a dit, une fois qu'on a discuté ensemble de ce livre-là, que le processus d'écriture, c'était en fait tout simplement qu'elle avait mis un enregistreur et écouté des conversations de différentes personnes et c'est ça qui est traduit, transcrit dans le livre. Donc, c'est exactement ce que c'est des personnes qui discutent entre elles de différents sujets. Il y a certaines discussions qui reviennent, mais il n'y a pas de fil conducteur, outre le fait que ce sont toutes des discussions. Donc, on n'a pas de personnages, ce sont des dialogues, c'est vraiment laborieux, j'avais l'impression de rien comprendre et je comprenais rien. Il y avait aussi un genre d'humour, il y a une séance avec un psychologue qui revient souvent, puis ça dénotait d'une intelligence et d'un désir de faire des jeux de mots brillants. Donc, c'est ça. Ça a fini le week-end sans signer avec ces 2 ouvrages-là, puis c'était vraiment pas la meilleure fin possible. Par la suite, il y avait le défi des fiertés organisé par Karine la bouquineuse qui commençait au début du mois d'août. Par contre, avant d'embarquer dans le défi de Karine, je devais lire, c'était une obligation envers moi-même, de lire Je suis une maudite sauvagesse d'Anne Anthony Capèche. Et ce livre-là est en 2 langues, en Ninu-Emun et en français. C'est un ouvrage dont on a entendu énormément parler pendant un bout de temps, où il revient de manière cyclique, dépendamment qui vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est un ouvrage que je voulais lire et my God, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je crois que c'est un ouvrage qui devrait être lu de facto. Je suis pas tant pour les lectures obligatoires, mais je pense que cette lecture-là au secondaire, en secondaire 4, ouvrirait la porte à un point de vue qu'on n'a jamais. Et c'est un ouvrage qui n'est pas récent, mais qui devrait encore être là et qui devrait être mis davantage de l'avant, comme plein d'autres ouvrages dont je vais vous parler aussi par la suite. Donc, en fait, c'est pas un ouvrage très long parce que malgré la grosseur du livre, vu qu'il est en 2 langues, à moins que vous compreniez Ninu-Emun, ben vous lirez pas
tout le livre, vous allez lire la moitié, la partie en français ou la partie en Innu et Mun, si c'est la langue que vous comprenez. C'est un ouvrage qui met vraiment les mots sur ce que les Blancs ont fait. C'est vraiment pas un ouvrage le fun là, lorsque vous êtes blanc, mais c'est vraiment ça. De différentes situations qui se sont passées, qu'on met tout le temps la faute sur les Premières Nations, ben plus précisément on va dire sur les Inuits parce que c'est sa réalité à elle, ben là pour une fois, ben on se refait mettre dans la face que c'est nous qui avons instauré ces choses-là et c'est de notre faute que les Inuits ont maintenant ces comportements-là. On parle de l'alcool, ben c'est les Blancs qui ont apporté l'alcool aux Inuits, c'est les Blancs qui ont fait en sorte qu'ils devaient être sédentaires parce qu'au début, ils étaient nomades. Il y a plein d'aspects comme ça qu'on se fait juste remettre sur le nez la réalité parce que c'est ça que c'est et qu'on arrête de dire que c'est leur faute et même plus de comprendre que des comportements toxiques qu'ils ont développés, ben c'est pas des comportements qu'ils avaient avant de nous rencontrer. Il y a plein de situations aussi comme quoi c'est le Blanc qui a découvert ça en premier alors qu'il y avait des Inuits sur les terres qui étaient là et qui savaient déjà que ça existait, mais ils n'avaient juste pas clamé que c'était à eux. Donc c'est vraiment un ouvrage là, que j'ai trouvé ultra nécessaire, que je pense que je devrais relire à plusieurs moments de ma vie, mais je pense définitivement que si vous l'avez pas lu, mettez-le au-dessus de votre pile. C'est pas un ouvrage qui va prendre du temps. C'est écrit assez facilement aussi. Je me souviens plus, est-ce que c'est Naomi Fontaine qui a fait la traduction ou Natacha Canapé-Fontaine? Je vais le marquer ici, là, je me mélange. C'est vraiment écrit tout doucement, avec simplicité, et c'est pas ultra complexe, c'est vraiment là des mots qui veulent dire exactement ça. Les phrases sont simples, mais le message passe vraiment très bien. Donc ça a été une grosse lecture pour commencer mon mois d'août. Par la suite, je suis vraiment entrée dans mes lectures du défi des fiertés. J'ai fait un vlog. Est-ce que j'ai perfectionné l'art de choisir mes lectures? Et il y avait 3 lectures du mois d'août. Donc la première que j'ai faite, c'était Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est un livre que je voulais lire depuis vraiment très longtemps. Je l'avais vu passer sur les chaînes américaines, Sous le ciel, avait mentionné que cette autrice-là, elle l'aime vraiment beaucoup. J'avais un feeling que j'allais vraiment beaucoup aimer ce livre-là, mais encore aujourd'hui, ça me trotte en tête qu'il y a vraiment des éléments qui collent complètement à qui je suis. Je vous laisse aller voir ma vidéo pour en savoir plus, mais ça a été un gros coup de cœur. No spoilers here. Après ce gros coup de cœur-là, ben... j'ai lu Baise-moi de Virginie Despentes. Le mois d'août, ça a été un genre de mois coup de cœur, flop, coup de cœur, flop, coup de cœur, flop. Baise-moi, c'était pas une première lecture. Je l'avais lu probablement en 2012 lorsque je l'avais acheté à Bordeaux. On avait fait un échange étudiant lorsque j'étais au cégep. Je me souvenais que c'était difficile, violent, colérique, mais pas à ce point-là. Il y a comme un enjeu sexuel très intense aussi à l'intérieur et ça manque de fil, ça manque de raison d'être, ça devient un peu juste gratuit tout le temps. C'est un ouvrage qui dénote à quel point les femmes peuvent être en colère puis peuvent faire des choses sans raison non plus, un peu comme les hommes peuvent être violents puis ils n'ont pas besoin d'une raison d'être violents. Puis si on a 2 femmes qui vont le plus loin possible dans la violence, dans la sexualité, ils perdent complètement le contrôle puis c'est ça qu'elles désirent puis ils n'ont pas vraiment un but de se venger, c'est juste comme ça. Et elles se rencontrent, Nadine et Manu, et ça clique entre les deux, elles comprennent ce que l'une et l'autre veut. Puis ça marche. Mais tu sais, c'est pas un livre que j'ai eu vraiment du plaisir à lire. Tout au long, je me disais comme « Ah, pourquoi tant de scènes de sexualité troublée? Pourquoi tant de sang? » J'ai pas eu tant de plaisir, puis je me souvenais que c'était pas la meilleure lecture de ma vie, mais pas à quel point c'était vraiment pas une très bonne lecture. Donc, j'ai décidé de m'en départir. Je l'ai encore dans mes mains. Je me suis fait une petite pile à donner éventuellement, mais malgré le fait que je l'ai acheté en voyage, là, ça mérite pas de rester ici là, dans ma bibliothèque.
Vu qu'on était rendu au flop, ben on est retourné au hop. Donc, après avoir lu Baise-moi de Virginie Despentes, j'ai lu Antonin de Samuel Champagne. Et j'aime beaucoup Samuel Champagne. C'était mon 3e livre de Samuel Champagne dans cette catégorie-là. J'avais lu Adam, j'avais lu James et maintenant j'étais rendue à Antonin. Ça a été un autre coup de cœur, une très grosse lecture, un peu différente d'Antonin puis James parce que malgré tout, ces deux personnages-là, c'était plutôt centré sur la découverte de leur orientation sexuelle. Oui, il y avait des petits drames de leur vie, tu sais, lorsqu'on est adolescent, etc. Puis il y avait la peur de l'annoncer, puis de s'avouer, puis de s'affirmer dans toutes les sphères de leur vie. Mais Antonin est vraiment plus deep que James et Adam. Parce que l'orientation sexuelle, c'est une chose, mais c'est vraiment un personnage qui a un passé ultra lourd et qui est tout le temps en train de combattre ses démons. Donc, c'est un ouvrage pour lequel j'avais tout le temps les larmes aux yeux. J'étais comme avec lui, je ressentais tous les défis que la vie lui avait mis devant lui. C'est vraiment là un ouvrage différent, plus émotif, plus profond, plus intense que les deux autres. Donc, ça amène un autre côté de cet auteur-là que j'ai bien apprécié, mais ça n'a vraiment pas la même légèreté. Donc, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, j'ai parlé d'Antonin dans le même vlog, à savoir si j'ai perfectionné l'art de choisir mes lectures. Et dans ce vlog, la 3e lecture, c'était La Chambre verte de Martine Desjardins. Là, encore une fois, ça n'a pas nécessairement été un flop, mais ça n'a pas été à la mesure de mes attentes. C'est un livre que j'avais choisi parce que la narration, c'est la maison. Donc, j'aime beaucoup les narrateurs différents. Mais j'avais vraiment des attentes que la maison prenne plus de place et qu'elle soit un petit peu plus machiavélique, je pense. Donc, je m'attendais pas à ce que les personnages soient aussi antipathiques, que ce soit eux, peut-être, les mauvaises personnes, plus que la maison qui soit la mauvaise personne, puis que les personnages subissent ça. Donc, j'avais comme des attentes un peu décalées de la réalité du livre. Et malgré tout, là, en tournant les pages et tout ça, j'ai pas réussi à m'adapter à la réalité du livre. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été une aussi bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur comme je l'espérais. Là, on est allé plus proche du flop avec le 2e tome de la série Prince captif de C.S. Pacat. C'est une série fantasy que j'avais commencé, là, ça fait vraiment longtemps, donc ça aussi, ça a peut-être eu un enjeu sur le fait que j'étais un peu perdue. Le 2e tome avait un aspect vraiment plus politique, puis il était tout le temps en train de se déplacer pour aller combattre ou éventuellement rentrer en guerre, puis il y a comme des petites gamiques d'un côté et de l'autre, puis on sait plus trop contre qui ils sont puis comment ils vont faire. Donc, je me souviens d'avoir eu vraiment une bonne appréciation du premier, mais c'était vraiment pas l'aspect politique qui m'avait plu le plus et qui me plaît le plus de façon générale. Donc, je pense que pour avoir une meilleure appréciation, j'aurais dû lire le premier et le 2e beaucoup plus rapprochés si c'est pas un à la suite de l'autre. Je vais essayer de terminer la trilogie parce qu'il y en reste juste un, mais définitivement là, ça n'a pas survécu à mes attentes. J'ai même été très déçue, là, ça m'a tout pris pour le finir. Par la suite, j'ai lu On se perd toujours par accident de Leanne Beta Samosake Simpson, qui est un ouvrage écrit par une autrice qui vient de Mississauga, autour de Toronto, donc canadienne, et avec... je me souviens jamais de ses origines. Ça me chicote. Bon, on va devoir passer, là. Je vais vous l'écrire ici, parce que sinon, si je me mets à chercher, ça finira pas. C'est un ouvrage que j'avais vraiment envie de lire, mais j'ai été plutôt surprise par le format. Bon, j'ai sorti mon téléphone parce que c'était vraiment flou là, ce que je me souvenais de ce livre-là. Dans Goodreads, j'ai marqué que c'est un livre qui alterne entre la poésie et l'anecdotique / recueil de textes. Ça, je me souviens bien là, que c'était comme ça à chaque fin de texte. Après ça, il y avait de la poésie, qui n'est pas un format qui est ma préférence non plus. On suit la perspective d'un membre de la communauté Mishisagig Nishnabeg. Elle nous fait voir sa vision des choses par rapport à sa communauté et aux Blancs, elle aborde les enjeux de la colonisation à court, moyen, long terme. Donc, je me souviens qu'elle est allée à un cours de chasse, par exemple, puis qu'elle trouvait ça un petit peu utopique que ça soit
un blanc qui lui donne un cours sur comment chasser compte tenu de ses origines. Puis il y avait différentes réflexions par rapport à ça. Il y a plusieurs chapitres d'anecdotes que j'ai aimés, mais il n'y avait pas nécessairement de ligne directrice dans ces anecdotes-là, outre le fait que c'était tout le temps autour du même personnage. Donc, tu sais, il y a des moments que j'ai trouvé poignants, il y a des moments que j'ai pas trop compris. Puis il y avait cet aspect un peu méta, qui est en train d'écrire un livre, puis qu'elle parle, qui est en train d'écrire un livre dans le livre, qui est vraiment un procédé là, qui m'horripile, là. Je le vois trop souvent dans ces derniers temps, puis c'est pas un procédé que j'aime. Tu sais, l'écriture était super jolie, était super poétique, mais j'aurais vraiment aimé plus de contexte, plus de linéarité dans cet ouvrage. Par la suite, ben, encore un gros coup de cœur. Vous allez avoir une critique plus exhaustive parce que je vais publier une vidéo Je lis des Marie-Pierre avec le livre Au cinquième de M.P. Boisvert. Ça a été une belle grosse surprise parce que ben je m'attendais pas à aimer ce livre-là qui est un peu sous format avec plusieurs narrateurs. Et ça se passe dans l'appartement au cinquième. On suit la vie de ces... Ils sont combien? 4? 3, 4? Y a-tu un cinquième personnage qui arrive? Ouais, c'est ça. Il y a une cinquième personne qui arrive à l'appartement qui est l'ex d'une des filles, mais eux, ils vivent une relation intime à plusieurs, donc de la polygamie entre eux, et c'est juste de suivre leur quotidien, de suivre leurs interactions. Tu sais, comme au final, on dirait qu'il se passait pas grand-chose, mais j'ai juste vraiment apprécié être dans ce livre-là. Donc, je vais essayer de terminer mes 2 autres lectures des Marie-Pierre, puis de vous partager ma critique plus exhaustive et bien détaillée de ce livre-là, mais ça a été une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, une belle grosse lecture que j'ai pris mon temps pour pas finir tout de suite, ce qui est très rare. Habituellement, je suis très gourmande lorsque j'aime ça. Et là, on est allé dans le livre Querelle de Roberval de Kevin Lambert. Puis, celui-là, ben, ça a été... Disons qu'il y a 2 volets à ce livre-là. Querelle, c'est le nom d'un personnage dans le livre. Et Querelle a comme une sexualité qui prend beaucoup de place dans le livre. D'ailleurs, le premier chapitre est assez explicite en lien avec la sexualité de Querelle. Et elle prend beaucoup de place dans ce livre-là. Et l'autre volet, c'est la grève, qui se passe comme en même temps, parce que Querelle fait aussi la grève. Pour moi, l'enjeu principal, ça a été l'écriture. J'ai vraiment pas réussi à embarquer dans l'écriture. Tu sais, il y avait beaucoup de personnages aussi qu'on suivait, puis j'avais tout le temps l'impression d'être comme sortie de l'histoire, puis d'être obligée de me rentrer encore, puis de découvrir le personnage. Puis j'avais de la misère à situer, à démêler les personnages. Donc, ça faisait en sorte que j'étais complètement passive et éloignée de l'action. Puis d'un côté, vu qu'on suivait Querelle, ben c'est lui pour qui j'avais le plus d'intérêt, puis toutes ces histoires. Mais d'un autre côté, c'était pas lui qui était là le plus souvent, ni tout le temps. Donc, s'il y avait juste Querelle qui faisait en sorte que je restais accrochée, ben c'était pas assez. Donc, malheureusement, je tournais les pages avec un vif désintérêt. Et à un moment donné, l'auteur brise le 4e mur, donc nous parle au lecteur. Et ça, encore une fois, c'est un procédé que je n'aime pas du tout. Étrangement, ça m'a comme remise un peu là-dedans pour quelques instants. Puis là, après, lorsqu'il a arrêté de nous parler, j'ai complètement déconnecté comme avant. Donc, ça a vraiment pas fonctionné avec moi. Puis la fin, ben, c'est ultra violent, rough, et tout, et troublé. Il y a vraiment, là, je sais pas. J'étais pas assez dans un état particulier pour lire ce livre-là. Par la suite, j'ai lu Petite annonce de Nicolas Giguère. Au moins, petite annonce, je savais très bien dans quoi je m'embarquais. La seule chose, c'est que je pensais pas que ça allait être aussi long. Parce qu'on avait fait une rencontre dans le cadre du Salon du Livre, il y avait des rencontres avec les auteurs, je pense. Puis, il y avait Nicolas Giguère, puis il nous parlait justement qu'il était en train d'écrire son livre Petites annonces, qu'il avait déchiffré, qu'il avait regardé plein de sites de rencontres pour
homosexuels et il y avait sorti des patterns, des types de personnes qui cherchent d'autres personnes. Et le livre Petite Annonce, c'est vraiment ça. C'est comme des 3 petites lignes, puis on a genre homme blanc cherche homme circoncis. Là, il y a la grosseur de son membre et il y a peut-être s'il est plus wild ou plus soft, s'il est bottom ou top. C'est ça là, à chaque trio de lignes, ok? Je pense que Sylvain Desmentiers avait dit que c'était la forme de haïku, mais c'est juste que c'est beaucoup de pages et c'est tout le temps ça. Donc, au début, je trouvais ça intéressant, puis là, je lisais ça compte tenu que je savais le procédé qui était derrière. Là, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, mais il y en a comme vraiment pour longtemps et beaucoup de pages. Et je ne suis vraiment pas le public pour ce livre-là, là. Je suis une femme, je suis hétéro, donc qu'est-ce que je peux comprendre de la recherche d'hommes entre hommes? Vraiment rien. Et j'ai pas été sur les sites de rencontres très souvent dans ma vie, donc c'était très loin de ma zone de confort, même si je savais exactement à quoi m'attendre. Ça n'a pas été une lecture plus que ça. Après ça, ben on retourne à une grosse lecture. J'ai lu J'ai peur des hommes de Vivek Shraya. Vivek Shraya, c'est une femme trans racisée. Je me souviens plus exactement de ses origines, mais son livre est séparé en 3 parties. La première partie, elle n'a pas vraiment de titre, mais la deuxième, c'est Toi, puis la troisième, c'est Moi. Et ce qu'elle raconte, c'est son expérience avant sa transition. Donc, on lui demandait d'être plus homme et elle ne sentait pas qu'elle devait être plus homme, mais elle s'est dit c'est ça que les gens attendent de moi, donc je vais essayer d'être plus homme. Et c'était jamais assez. Et là, éventuellement, elle a fait sa transition et elle était jamais assez femme non plus. Et éventuellement, il y a aussi le chapitre Toi qui dénote de tous les comportements, toutes les choses en tant que femme qu'on se rend pas compte qu'on a peur de. Donc, on a peur des hommes, mais dans de multiples situations, et elle a des exemples assez frappants de personnes qui ont fait en sorte qu'elle s'est mise à avoir peur, puis elle n'est pas capable de faire autrement, puis que personne non plus qui a pris sa défense dans ces situations-là, qui n'ont pas d'allure. Et la troisième partie, qui est Moi, c'est un peu plus comme une reconstruction d'elle-même avec les années, puis avec la compréhension de qui elle est. Donc, c'est vraiment un tout petit livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui a eu beaucoup d'impact sur moi. Elle mentionne aussi éventuellement que avec tous les traumatismes qu'elle a vécus, lorsqu'on finit par avoir une personne qui est fine, on se dit que elle, c'est une bonne personne, alors que ça devrait pas être l'exception à la règle, ça devrait être les autres personnes qui ont des comportements problématiques. On devrait pas valoriser les personnes qui ont des comportements acceptables, respectables et qui sont juste gentils. T'sais, on devrait faire en sorte que être gentil, être fin, être respectueux, ça soit la norme et que les personnes qui ont des comportements en deçà de ça, soient les personnes problématiques. Donc, il y a vraiment comme une vision de la chose à modifier et même à se dire nous-mêmes qu'on mérite au moins ça. C'est pas exceptionnel de trouver quelqu'un qui a des bons gestes et qui est respectueux. Ça devrait être le minimum, tu sais. Et c'est vraiment problématique d'être obligé de changer son comportement pour plaire à la société. Et ça fait en sorte qu'on développe des comportements et des traumatismes. C'est vraiment là, une réflexion importante qui provient de ce livre-là. Après ça, j'ai lu les 2 bandes dessinées, la duologie L'Esprit du camp d'Axel Lenoir. C'est une bande dessinée que j'avais vue il y a plusieurs années sur la chaîne de MH la lectrice. Donc, j'en avais vraiment entendu des bons commentaires, mais je l'avais pas encore lu. Je lis très peu de bandes dessinées, donc c'est pas super surprenant. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire cette duologie-là.
Je me souviens plus du nom du personnage, mais elle s'en va dans un camp d'été comme monitrice, ça ne tente pas pantoute. Mais elle n'a pas vraiment le choix parce que ben, sa mère elle a dit que c'est ça puis c'est ça. Donc elle y va, puis au début, là, ça coince, ça se sent vraiment pas à l'aise, elle veut retourner chez eux. Puis finalement, ben, au fur et à mesure, elle va commencer à apprécier son petit groupe pour lequel elle est en charge. C'est toute une famille d'enfants avec les cheveux roux, de jeunes filles, si je me trompe pas. Et elles ont de la personnalité, ma foi, on les trouve attachantes assez rapidement malgré tout, malgré leur intensité. Elle va aussi se faire des amis, puis il y a certaines personnes qui lui seront de moins en moins antipathiques. Et il y a comme une légende autour de l'esprit du camp. Dans le premier tome, on n'en parle pas énormément, mais dans le deuxième tome, l'aspect fantastique va prendre plus de place. Donc, les deux tomes, c'est l'été au complet. C'est une lecture que j'ai dévorée, là, back to back, les deux bande dessinée. J'ai vraiment aimé la qualité du dessin, des illustrations. Ah, j'ai pris des vidéos justement, là, je vais vous montrer ça pendant que je parle. Puis, j'ai aussi aimé la qualité du cheminement psychologique que l'on vit, que l'on suit tout au long de cette bande dessinée-là. C'est très rare que j'en lis, mais définitivement, c'en est une des meilleures que j'ai lues dans les dernières années. Puis la romance FF est vraiment toute mignonne. Une bonne surprise par la suite, j'ai lu le troisième tome de la série là, Avant toi, après toi, puis là c'était rendu Après tout de Jojo Moyes. J'avais un peu peur en embarquant dans Après tout que je ne sois plus à la même place que lorsque j'avais lu Avant toi, après toi. C'est le genre de livre que je me demandais si ça avait bien vieilli ou peut-être que ça avait mal vieilli. C'est pas la première fois que j'en parle, mais lorsque j'ai lu ces livres-là, je les avais lus en désordre. Donc, j'avais lu Après toi avant de lire Avant toi. Et étrangement, malgré tout, c'est quand même le après que je préfère. C'est pas l'histoire d'amour entre Lou et Will qui m'a interpellée beaucoup. D'ailleurs, je trouve qu'il y avait une certaine différence entre le livre et l'adaptation cinématographique. J'avais fait une vidéo, là, je sais pas de quoi ça a l'air parce que c'était au début de ma chaîne, mais dans le livre, la romance n'est pas aussi romantisée, dans le sens que c'est très clair dès le départ que Will veut l'aide médicale à mourir. Donc, comme on se fait pas de fausses attentes, et oui, Lou, elle, s'en fait, mais nous, on le sait que d'une façon ou d'une autre, depuis le début, c'est pas Lou qui va changer ça, même s'il y a du bon temps avec elle, même s'il l'apprécie, le discours est toujours le même. Donc j'ai l'impression que moi, personnellement, j'ai pas eu le gros breakdown, les grosses crises de larmes pour cette relation amoureuse-là qui, dans ma tête, n'avait pas lieu de toute façon. Donc, le après toi, c'est là que j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on parle de Lou, qui était un personnage hyper rangé, qui avait ses habitudes, qui travaillait à la même place, qui sortait vraiment pas de sa zone de confort et que là, en perdant sa job, elle a commencé à devoir chercher autre chose, puis à sortir justement un petit peu plus de cette zone-là. Donc le livre Après toi, je l'avais vraiment beaucoup aimé et après tout, je l'aime encore plus, je pense. Et d'autant plus que j'étais surprise d'embarquer dans cet univers-là. Je m'attendais à ce qu'on tombe dans certains patterns, mais en arrivant là où je pensais que ça allait coincer, finalement, c'était juste comme le quart, la moitié du livre, donc il y avait vraiment plus de choses encore. Lou, son but, c'est pas de tomber amoureuse, c'est pas une romance, c'est j'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin de faire des erreurs, j'ai besoin de me trouver, j'ai besoin d'être résiliente et à travers sa personnalité attachante, à travers ses forces, oui, elle va tomber dans des trous, oui, elle va se faire mal et c'est correct parce qu'au final de ça, ben, elle va vraiment pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle veut. Peut-être pour une fois. Donc, ouais, j'ai eu les petits yeux mouillés à quelques endroits. Je l'ai vraiment trouvé super bon comme troisième tome. Puis, je sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais définitivement, c'était une très bonne conclusion si ça se termine là. Encore une BD, j'ai lu Sur le fil Léonard Cohen de Philippe Girard parce que
il y avait une catégorie du défi livresque estival qui nous demandait de lire une BD. Puis j'avais lu la BD de Charles de Gaulle et j'avais été déçue. Donc là, je me suis dit, ben, je vais lire celle de Leonard Cohen qui venait d'arriver. Et j'ai été déçue aussi. Il y avait un peu le même pattern dans les deux, dans le sens qu'on va découvrir la vie de Leonard Cohen, mais de façon ultra rapide. Et c'est très factuel, et dans la vie de Leonard Cohen, c'est très basé sur les femmes. Donc, il y a comme plein de femmes là, qui arrivent dans sa vie, puis on voit tout le temps les seins dénudés de ces femmes-là. Lui, on le voit dans le lit, mais on voit rien, mais des femmes, en tout cas. Donc, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de fade, de très factuel, donc de très peu émotif. Il n'y a pas de cheminement psychologique. Puis lui, il était bien fort sur la drogue, l'alcool, le plaisir, le rock and roll. Donc, au final, comme j'ai pas eu l'impression d'en savoir plus, j'ai pas eu l'impression d'avoir accès à un artiste. Donc, très bof pour moi. On continue avec Les chars meurent aussi de Marie-Renée Lavoie. Je vous en parlerai pas parce que je vous prépare une vidéo très bientôt de 3 livres de Marie-Renée Lavoie. Donc, il m'en reste pas beaucoup à lire pour avoir terminé mon propre défi que je me suis donné de lire toutes ses œuvres. Donc, j'ai lu Les chars meurent aussi de Marie-Renée Lavoie. Par la suite, j'ai lu Furie de Myriam Vincent. J'ai-tu sauté un livre? Ah! J'ai sauté Petit Géant. Oh, désolé. On retourne. J'ai aussi lu, parce que en pensant à Furie, ça m'a fait penser au rendez-vous du premier roman. Donc, la liste des nominations, des nominés, pour les rendez-vous du premier roman 2021-2022 a été dévoilée le 10 août. Donc, je les ai commandés puis j'ai commencé à lire ce qui arrivait. Donc, après Querelle de Roberval, j'ai lu Petit Géant de Pierre Courville. Je vais vous en parler dans une vidéo là où je lis les rendez-vous, les nominations des rendez-vous du premier roman. Mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui parle d'une mère de 33 ans qui a des jumeaux et qui accouche de manière prématurément. Donc, c'est tout le parcours en néonatologie, les hauts, les bas, les peurs, la confiance, la relation de couple, la relation avec les infirmières, le fait qu'ils sont parents mais qu'ils n'ont pas accès à leurs enfants. Donc, cette vidéo-là va venir assurément bientôt, mais ça a été vraiment une très grosse lecture pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, on était rendu à Furie de Myriam Vincent, que j'ai lu aussi pour les rendez-vous du premier roman. C'est le roman que je pensais qu'il allait topper le plus haut, compte tenu de la manière que le résumé s'exprimait. Et j'ai pas nécessairement... en fait, oui, on dirait que j'ai été déçue, mais c'est juste parce que mes attentes n'étaient pas exactement à la même place. Les thématiques étaient... L'accent des thématiques était pas tout à fait à l'endroit que je pensais. Moi, je pensais que ça allait être un ouvrage qui allait partir de l'amitié de Marilyn et Julie, parce qu'elles sont très amies. Puis là, Julie, elle s'en va à un party, elle se fait violer, elle dénonce, il y a personne qui la croit, elle devient de plus en plus triste, elle se suicide. Marilyn qui devient de plus en plus en colère et qui décide de tuer les gens qui ont violé d'autres personnes. Donc, je pensais que ça allait plus avoir cet arc narratif-là, tandis que c'est pas tout à fait ça. Lorsqu'on rencontre Marilyn, c'est une tueuse à gages, c'est une assassine qui tue les gens qui ont fait des crimes sexuels. Donc, tu sais, la charge émotive, l'angle était pas tout à fait le même. Donc, j'ai été déçue, mais d'un autre côté, ça a été vraiment une très bonne lecture. C'était juste pas tout à fait ce que je m'attendais et ça avait pas la charge émotive que je voulais vivre. Donc, en tout cas, vous allez en savoir plus rendu là, mais pour vous donner un petit aperçu de ce que j'en ai pensé. Le dernier camelot de Marie-Renée Lavoie, celui-là aussi, je vais vous en parler dans la vidéo de Je lis 3 ouvrages de Marie-Renée Lavoie. Ça, c'est un ouvrage plus jeunesse. Même jeune adulte, c'est peut-être un peu plus vieux que le public cible. Donc, ça aussi, je l'ai lu au mois d'août. Le troisième nominé des rendez-vous du premier roman que j'ai lu, c'est Le fond des choses de Thomas Desaulniers Brousseau.
Et lui aussi, je vais vous en parler dans la vidéo des rendez-vous du premier roman. Lorsque j'avais lu la 4e de couverture, il y avait une thématique au départ qui m'intéressait vraiment beaucoup, un homme qui est accusé de pédophilie. Puis là, par la suite, on dirait qu'il y avait comme beaucoup de mots qui embarquaient, puis on dirait que j'avais comme perdu le sens de tout ça, juste en lisant le résumé. Puis je vous dirais que malheureusement, c'est pas mal ça qui s'est passé aussi en lisant le livre, mais je vais vous garder ça pour la vidéo des rendez-vous du premier roman. Et là, ben, je suis à quelques jours de la fin du mois d'août, on est le 29 aujourd'hui, je suis en train de lire Le syndrome de la vis de Marie-Renée Lavoie, donc je vous en parlerai quand même pas aujourd'hui, mais c'est sûr que je vais avoir terminé ça avant le 1er septembre, et la seule lecture que j'y arriverai probablement pas, c'est le 4e tome d'Outlander. Donc ça, c'était mon mois d'août. Tout un mois, ma foi. Je pensais pas que je lirais autant, mais ça m'a juste comme fait du bien. Ça a été un mois en dents de scie, comme je vous disais, là, des grandes lectures, des lectures flop, des grandes lectures, des lectures flop. Donc, ouais, à suivre pour ce qui va se passer au mois de septembre, mais comme vous voyez, vous n'avez pas toutes mes critiques, il y a bien des choses qui s'en viennent sur ma chaîne. Donc, et vous autres, comment s'est passé votre mois d'août? Je veux savoir. Plus de bonnes lectures, plus de mauvaises lectures, un bilan neutre. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.